Pendant dans cette exploration du thème de la gouvernementalité, j'avais commencé une très très vague esquisse, non pas de l'histoire, mais enfin de quelques repères, permettant de fixer un peu ce qui a été, je crois, si important en Occident et qu'on peut appeler, qu'on appelle de fait le pastorat. Bon, tout ceci, c'est réflexion sur la gouvernementalité, cette très vague esquisse du pastorat, etc., ne prenez pas ça pour argent comptant, bien entendu. C'est pas du travail achevé, c'est même pas du travail fait, c'est du travail en train de se faire, avec tout ce que ça peut comporter, bien sûr, d'imprécisions, d'hypothèses. Enfin, c'est des pistes possibles pour vous, si vous voulez, pour moi, peut-être. Bon. Donc, j'avais un petit peu insisté la dernière fois sur ce thème du pastorat. J'avais essayé de vous montrer que le rapport berger-troupeau, pour désigner la relation soit de Dieu aux hommes, soit de divinité aux hommes, soit du souverain à ses sujets, ce rapport berger-troupeau avait été un thème présent, fréquent sans doute, dans la littérature égyptienne pharaonique, dans la littérature aussi assyrienne, que ça avait été en tout cas un thème très insistant chez les Hébreux. Et qu'en revanche, il ne me semblait pas que ce même rapport berger-troupeau ait eu chez les Grecs autant d'importance. Il me semble même que le rapport berger-troupeau n'est pas pour les Grecs un bon modèle politique. À cela, je crois qu'on peut faire un certain nombre d'objections, et la dernière fois, quelqu'un d'ailleurs est venu me dire qu'il n'était pas sur ce thème, sur ce point, d'accord. Alors, si vous voulez, pendant quelques dizaines de minutes, je vais essayer de repérer un petit peu ce problème du rapport berger-troupeau dans la littérature et dans la pensée grecque. Il me semble en effet qu'on peut appuyer l'idée que le thème du rapport berger-troupeau, pour désigner le rapport du souverain, du chef, du responsable politique à l'égard de ses sujets ou de ses concitoyens, il me semble qu'on peut dire que ce thème est présent chez les Grecs et appuyer cette affirmation sur trois groupes principaux de référence. Premièrement, bien sûr, dans le vocabulaire homérique. Tout le monde sait que dans l'Iliade, essentiellement à propos d'Agamemnon, mais également dans l'Odyssée, on a toute une série de références qui désignent le roi comme le pasteur des peuples, poimène laon, appellation rituelle. C'est indéniable, et je crois que ceci s'explique très facilement dans la mesure où c'est en effet, dans toute la littérature indo-européenne, une appellation rituelle du souverain, que l'on trouve justement dans la littérature assyrienne. C'est une appellation rituelle que celle qui consiste à s'adresser au souverain en l'appelant berger des peuples. Vous avez là un certain nombre d'études. Je vous renvoie par exemple à celle de Rüdiger Schmidt dans un livre allemand sur la poésie et les expressions poétiques à l'époque indo-européenne. C'est un livre de 1967, aux pages 283-284. Vous trouverez toute une série de références à cette expression de poimène laon, de berger des peuples, qui est archaïque, qui est précoce, qui est également tardive, puisque vous la trouverez par exemple dans des poèmes, un poème vieil anglais de Joe Wolfe, où le souverain est désigné comme pasteur des peuples ou pasteur du pays. Deuxième série de textes, ce sont ceux qui se réfèrent explicitement à la tradition pythagoricienne. Où là, depuis le début, jusque dans le néo-pythagorisme, jusque dans les textes du pseudo-Archytas cités par Stobé, vous trouvez référence aussi au modèle du berger. Et ceci essentiellement autour de 2 ou 3 thèmes. D'abord, l'étymologie traditionnellement admise par les pythagoriciens, qui veut que nomos, la loi,
viennent de nomos, c'est-à-dire le berger. Le berger, c'est celui qui fait la loi, dans la mesure où c'est lui qui distribue la nourriture, qui dirige le troupeau, qui indique la bonne direction, qui dit comment les brebis doivent être accouplées pour avoir une bonne progéniture. Tout cela, fonction du berger qui fait la loi à son troupeau. De là, l'appellation de Zeus comme Nomios. Zeus, c'est le dieu berger, le dieu qui accorde aux brebis la nourriture dont elles ont besoin. Enfin, toujours dans cette même littérature de type pythagoricien, vous trouvez cette idée que ce qui caractérise le magistrat, ce n'est pas tellement son pouvoir, sa puissance, la capacité qu'il a de décider. Le magistrat, pour les pythagoriciens, c'est avant tout le philanthropos, celui qui aime ses administrés, celui qui aime les hommes qui lui sont soumis, celui qui n'est pas égoïste. Le magistrat, par définition, est plein de zèle et de sollicitude comme le berger. La loi n'est pas faite pour lui, le magistrat, elle est faite d'abord et avant tout pour ses administrés. Donc, on a là, à coup sûr, une tradition assez cohérente, une tradition durable, qui a maintenu ce thème fondamental que le magistrat, que celui qui décide dans la cité, est avant tout essentiellement un berger. Mais bien sûr, cette tradition pythagoricienne est une tradition sinon marginale, du moins limitée. Qu'en est-il, et c'est là la troisième série de textes auxquels il faut faire référence, qu'en est-il dans le vocabulaire politique classique? Alors, si vous voulez, on trouve deux thèses. L'une de l'allemand Grube, dans son édition des fragments d'Archytas, qui explique que, en fait, la métaphore du berger ne se trouve pratiquement pas chez les Grecs, sauf là où il a pu y avoir influence orientale, très précisément influence hébraïque, que ces textes où le berger est représenté comme le modèle du bon magistrat sont des textes significatifs, denses, qui se réfèrent à une idéologie ou à un type de représentation politique typiquement orientale, mais que ce thème est absolument limité aux pythagoriciens. Là où vous trouvez référence du berger, il faudrait voir une influence pythagoricienne et donc une influence orientale. À cette thèse-là s'oppose celle de Delatte dans la politique des pythagoriciens, Delatte qui dit « mais non, pas du tout ». Le thème du berger comme modèle du personnage politique, ce thème du berger, c'est un lieu commun, il n'appartient pas du tout aux pythagoriciens en propre, il ne traduit aucunement une influence orientale, et c'est finalement un thème relativement sans importance, une sorte de lieu commun de la pensée, ou plutôt tout simplement du vocabulaire, de la rhétorique politique de l'époque classique. En fait, cette thèse de Delatte, cette affirmation de Delatte, est donnée comme telle, et il n'appuie cette affirmation que le thème du berger est un lieu commun dans la pensée, dans le vocabulaire politique de l'époque classique, il ne l'appuie sur aucune référence précise. Et alors, quand on regarde les différents index qui pourraient relever dans la littérature grecque les emplois de ces mots comme pâtre, pasteur, pêtre, etc., série de mots comme poimène, nomeuse, etc., on est tout de même tout à fait surpris. Par exemple, l'index Isocratéon ne donne absolument aucune référence pour le mot poimène, pour le mot nomeuse, etc. C'est-à-dire qu'il ne semble pas que dans Isocrate, on puisse jamais trouver l'expression même de pâtre et de berger. Et dans un texte précis, l'Aréopagitique, où Isocrate décrit avec beaucoup de précision les devoirs du magistrat, on est surpris du fait suivant. C'est que du bon magistrat,
et de celui surtout qui doit veiller à la bonne éducation de la jeunesse, de ce magistrat, Isocrate donne une description très précise, très prescriptive, très dense. Toute une série de devoirs et de tâches incombent à ce magistrat. Il doit prendre soin des jeunes gens, il doit les surveiller sans cesse, il doit veiller non seulement à leur éducation, mais à leur nourriture, à la manière dont ils se comportent, à la manière dont ils se développent, à la manière même dont ils se marient. On est tout près là de la métaphore du berger. Or, la métaphore du berger n'intervient pas. Vous ne trouvez pratiquement pas non plus chez Démosthène ce type-là de métaphore. Donc, dans ce qu'on appelle le vocabulaire politique classique de la Grèce, la métaphore du berger est donc une métaphore rare. Rare, à une exception près, évidemment, et celle-là est majeure, elle est capitale, c'est chez Platon. Chez Platon, là, vous avez toute une série de textes dans lesquels le magistrat est considéré, enfin, le bon magistrat, le magistrat idéal, est considéré comme le berger. Être un bon pasteur, c'est cela, être non seulement le bon, mais tout simplement le vrai, le magistrat tout court. Ceci dans le Chrysias, dans la République, dans les lois, et dans la politique, et dans le politique, et dans ce texte du politique, je crois qu'il faut faire un sort à part. Laissons-le, si vous voulez, un instant de côté, et reprenons les autres textes de Platon, où cette métaphore du berger magistrat est utilisée, et qu'est-ce qu'on voit ? Je crois que la métaphore du berger, dans les autres textes de Platon, je veux dire tout sauf le politique, cette métaphore du berger, elle est employée de trois façons. D'abord, pour désigner ce qu'a été la modalité spécifique, pleine et bienheureuse du pouvoir des dieux sur l'humanité au premier temps de son existence et avant que le malheur ou la dureté des temps n'en ait changé la condition. Les dieux sont bien originairement les pâtres de l'humanité. Ils en sont les pasteurs, ce sont les dieux qui les ont nourris, qui les ont guidés, qui leur ont fourni leur nourriture, leurs principes généraux de conduite, qui ont veillé à leur honneur et à leur bien-être. C'est ce que vous trouvez dans le Chrysias, on le retrouvera dans le politique et vous verrez ce que, à mon sens, ça veut dire. Deuxièmement, vous trouvez aussi des textes dans lesquels le magistrat, mais le magistrat du temps actuel, du temps de dureté, du temps d'après le grand bonheur de l'humanité présidée par les dieux, ce magistrat, donc du temps actuel, est lui aussi considéré comme un berger. Mais il faut bien voir que ce magistrat berger n'est jamais considéré ni comme le fondateur de la cité, ni comme celui qui lui a donné ses lois essentielles, ni même comme le magistrat principal. Le magistrat berger, dans les lois, c'est tout à fait caractéristique, tout à fait clair, le magistrat berger est en fait un magistrat subordonné. Il est un petit peu intermédiaire entre le chien de garde proprement dit, disons brutalement le policier, et puis celui qui est le véritable maître ou législateur de la cité. Au livre 10 des lois, vous voyez que le magistrat berger est opposé d'une part aux bêtes de proie qu'il doit tenir à l'écart de son troupeau, mais qu'il est également distinct des maîtres qui, eux, sont au sommet de l'échelle. Donc, fonctionnaire, berger bien sûr, mais fonctionnaire seulement. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement l'essence même de la fonction politique, l'essence même de ce qu'est le pouvoir dans la cité qui va se trouver représenté par le berger, mais simplement une fonction latérale, une fonction que le politique appellera justement adjuvante, qui est ainsi désignée. Enfin, troisième série de textes, toujours dans Platon et à l'exception du politique, c'est les textes de la République, en particulier dans le livre 1, la discussion avec Thrasymachus,
où Thrasymach dit, comme s'il s'agissait d'une évidence, ou sinon d'un lieu commun, du moins d'un thème familier, Thrasymach dit, oui bien sûr, on va dire que le bon magistrat, c'est celui qui est un véritable berger. Mais enfin, regardons un peu ce que fait le berger. Est-ce que tu crois vraiment, dit Thrasymach, que le berger, c'est l'homme qui a en vue essentiellement et même exclusivement le bien de son troupeau? Le berger ne se donne du mal que dans la mesure où ça peut lui rapporter à lui. Il ne se donne du mal pour ses bêtes qu'en vue du jour où il pourra sacrifier ses bêtes, les égorger, ou en tout cas les vendre. C'est par égoïsme que le berger agit comme il agit et fait semblant de se dévouer pour ses bêtes. Donc, dit Thrasymach, cette comparaison avec le berger n'est absolument pas topique pour caractériser la vertu nécessaire au magistrat. Ce à quoi il est répondu à Thrasymach, mais ce que tu définis là, ce n'est pas le bon berger, ce n'est pas le vrai berger, ce n'est pas le berger tout court, c'est la caricature du berger. Un berger égoïste, c'est quelque chose de contradictoire. Le vrai berger, c'est celui justement qui se dévoue entièrement pour son troupeau et ne pense pas à lui-même. Il est certain que l'on a là il est probable en tout cas qu'on a là une référence explicite, sinon à ce lieu commun qui n'a pas l'air tellement commun dans la pensée grecque, du moins à un thème familier, connu de Socrate, de Platon, des cercles platoniciens, qui était le thème pythagoricien. Et c'est ce thème pythagoricien du magistrat berger, de la politique comme bergerie, c'est ce thème-là qui affleure, je crois clairement, dans le texte de la République, au livre 1, c'est avec celui-là que va débattre justement le grand texte du politique, car le grand texte du politique, il a précisément, me semble-t-il, pour fonction de poser alors directement et en quelque sorte de plein fouet le problème de savoir si effectivement on peut caractériser non pas tel ou tel magistrat dans la cité, mais le magistrat par excellence, ou plutôt la nature même du pouvoir politique tel qu'il s'exerce dans la cité, si on peut effectivement l'analyser à partir de ce modèle de l'action et du pouvoir du berger sur son troupeau. Est-ce que la politique, est-ce que le politique peut effectivement correspondre à cette forme du rapport berger-troupeau? C'est la question, me semble-t-il, fondamentale du politique, ou en tout cas une des dimensions fondamentales du politique. Et à cette question, eh bien, le texte tout entier répond non. Et un non qui me paraît assez circonstancié, pour qu'on puisse y voir une récusation en bonne forme de ce que Delatte appelait, me semble-t-il, à tort, un lieu commun, mais qu'il faut bien reconnaître comme un thème familier à la philosophie pythagoricienne. Le chef dans la cité doit être le berger du troupeau. Récusation, donc, de ce thème. Vous savez, là, je vais simplement reprendre schématiquement ce déroulement du politique. Vous savez, en gros, comment se fait cette récusation de la métaphore du berger. Qu'est-ce qu'un homme politique? Qu'est-ce que l'homme politique? On ne peut le définir, bien sûr, que par la connaissance spécifique et l'art particulier qui lui permettent d'exercer effectivement, comme il faut, comme il doit, son action d'homme politique. Cet art, cette connaissance qui caractérise l'homme politique, c'est l'art de prescrire, l'art de commenter. Bon. Or, qui commente? Bien sûr, un roi commente. Mais après tout, un devin qui transmet les ordres du Dieu. Un messager, un héros, qui apporte le résultat des délibérations d'une assemblée. Mais après tout, le chef des rameurs dans un bateau, ceux-là aussi commente, il donne des ordres.
faut donc, parmi tous ces gens qui effectivement donnent des ordres, reconnaître quel est celui qui est véritablement l'homme politique et quel est l'art proprement politique qui correspond qui correspond à la fonction du magistrat. D'où analyse de ce que c'est que prescrire, et cette analyse se fait, dans un premier temps, de la manière suivante. Il y a, dit Platon, deux manières de prescrire. On peut prescrire les ordres que l'on donne soi-même, on peut prescrire les ordres que donne un autre. C'est ce que fait le messager ou le héros, c'est ce que fait le chef des rameurs, c'est ce que fait le devin également. En revanche, transmettre les ordres que l'on donne soi-même, il est évident que c'est cela que fait l'homme politique. Ces ordres que l'on donne soi-même et qu'on transmet en son propre nom, à quoi peut-on les donner? Ces ordres peuvent concerner des choses inanimées. C'est ce que va faire par exemple l'architecte, qui va imposer sa volonté et ses décisions à ces choses inanimées que seront le bois et la pierre. On peut également les imposer à des choses animées, essentiellement à des êtres vivants. C'est évidemment de ce côté-là que doit se placer l'homme politique par opposition aux architectes. Il va donc prescrire à des êtres vivants. On peut prescrire à des êtres vivants qui sont de deux manières. Ou bien en prescrivant à des individus singuliers, à son cheval ou à une paire de bœufs que l'on commande, on peut également donner des prescriptions à des animaux vivant en troupeau, formés en troupeau, à toute une collectivité d'animaux. Il est évident que l'homme politique est plutôt de ce dernier côté. Il va donc commander à des êtres vivants en troupeau. On peut enfin donner des ordres, ou bien à ces êtres vivants que sont les animaux, n'importe lesquels, tous les animaux, ou bien à cette espèce particulière d'êtres vivants que sont les hommes. C'est évidemment de ce côté-là que se trouve l'homme politique. Or, qu'est-ce que c'est que donner des ordres à un troupeau d'êtres vivants, animaux ou hommes? C'est évidemment être leur berger. On a donc cette définition, l'homme politique, c'est le berger des hommes. L'homme politique, c'est le pasteur de ce troupeau d'êtres vivants que constitue une population dans une cité. Dans sa maladresse évidente, il est clair que ce résultat enregistre, sinon un lieu commun, du moins une opinion familière, et que le problème du dialogue va être précisément de savoir comment on peut se dégager de ce thème familier. Et le mouvement par lequel on se dégage de ce thème familier, l'homme politique comme berger du troupeau, ce mouvement, je crois, se déroule en 4 étapes. Premièrement, on va reprendre un petit peu cette méthode de division, si fruste et si simpliste, dans ce premier mouvement. On a fait une objection apparaît tout de suite. Qu'est-ce que ça signifie d'opposer ainsi tous les animaux, quels qu'ils soient, d'une part, et puis les hommes? Mauvaise division, dit Platon, en se référant aux problèmes de méthode, on n'y revient pas. On ne peut pas mettre tous les animaux d'un côté et puis les hommes de l'autre. Il faut faire des divisions qui soient réellement des divisions pleines de part et d'autre, de bonnes divisions par moitié équivalentes, et on va donc avoir à propos de ce thème, que le magistrat est quelqu'un qui veille à un troupeau. Il va falloir distinguer donc les différents types de troupeaux, ou les différents types d'animaux, pardon. Il va falloir distinguer les animaux sauvages et les animaux paisibles ou domestiques. Les hommes appartiennent à cette seconde catégorie. Parmi les animaux domestiques ou paisibles, ceux qui vivent dans l'eau et ceux qui vivent sur terre. L'homme est à placer du côté de ceux qui vivent sur Terre. Ceux qui vivent sur Terre doivent être divisés en volatiles et pédestres, en ceux qui ont des cornes et ceux qui n'ont pas de cornes, ceux qui ont le pied fendu et ceux qui n'ont pas de pied fendu, ceux qui sont susceptibles de croisement et ceux qui ne sont pas susceptibles de croisement, etc. Et la division se perd ainsi dans ses propres subdivisions, montrant par là que
lorsque l'on procède ainsi, c'est-à-dire, en partant de ce thème familier, bon, le magistrat c'est un berger, mais c'est le berger de qui? On n'aboutit à rien. Autrement dit, quand dans cette définition, on prend comme invariant magistrat égale berger, et que l'on fait varier l'objet sur lequel porte ce rapport, ce pouvoir du berger, à ce moment-là, on peut bien avoir toutes les classifications que l'on voudra des animaux possibles, aquatiques, non aquatiques, pédestres, non pédestres, ayant le pied fendu, n'ayant pas le pied fendu, etc. On va avoir une typologie des animaux, on n'avancera en rien dans la question fondamentale qui est qu'est-ce que c'est donc que cet art de prescrire? Comme invariant, le thème du berger est totalement stérile et ne nous renvoie jamais qu'aux variations possibles dans les catégories animales. D'où la nécessité de reprendre la démarche, et c'est là le second moment, dans cette critique du thème, second moment qui consiste à dire, eh bien, il faut maintenant regarder en quoi ça consiste d'être berger. C'est-à-dire faire varier ce qui avait été jusque-là admis comme l'invariant de l'analyse. Qu'est-ce que c'est qu'être berger? En quoi ça consiste? Et on pose un principe que être berger, ça veut dire, premièrement, qu'on est seul à être berger dans un troupeau. Il n'y a jamais plusieurs bergers par troupeau. Et d'autre part, pour des formes d'activité, eh bien, on s'aperçoit que le berger est quelqu'un qui doit faire tout un tas de choses. Il doit assurer la nourriture du troupeau. Il doit soigner les jeunes brebis. Il doit guérir celles qui sont malades ou blessées. Il doit les entraîner par les chemins en leur donnant des ordres ou éventuellement en jouant de la musique. Il doit arranger des unions pour que ce soit les brebis les plus vigoureuses et les plus fécondes qui donnent les meilleurs agneaux, etc. Bon, donc, un seul berger et toute une série de fonctions différentes. Eh bien maintenant, reprenons cela et appliquons-le au genre humain ou à la cité. Qu'est-ce que l'on va dire? Bon, le berger humain doit être seul, d'accord. Il ne doit y avoir qu'un magistrat ou en tout cas qu'un roi, d'accord. Mais toutes ces activités de nourriture, de soins, de thérapeutique, de régulation des humains, qui va en être chargé dans la cité? Qui peut en être chargé? Qui de fait s'en trouve chargé? Et c'est là où le principe de l'unité du berger, de l'unicité du berger est immédiatement contesté et qu'on voit naître ce que Platon appelle les rivaux du roi. Les rivaux du roi en fait de bergerie. Si le roi, en effet, se définit comme un pasteur, eh bien pourquoi est-ce qu'on ne dira pas que le cultivateur, qui précisément nourrit les hommes, ou encore le boulanger qui fait le pain et qui fournit la nourriture aux hommes, est-ce qu'il n'est pas tout autant berger de l'humanité que le berger du troupeau quand il conduit les ouailles, les brebis dans les prairies, ou quand il les fait boire? Le cultivateur, le boulanger, est un rival du roi et berger de l'humanité. Mais le médecin, qui soigne ceux qui sont malades, est également un berger, fonction de pâtre. Le maître de gymnastique, le pédagogue, qui veille à la bonne éducation des enfants, à leur santé, à la vigueur de leur corps, à leur aptitude, ceux-là aussi sont également des bergers par rapport au troupeau humain. Tous peuvent revendiquer d'être des pasteurs et constituent donc autant de rivaux de l'homme politique. Donc, nous avions un invariant admis d'entrée de jeu. Le magistrat, c'est le berger. On fait varier la série des êtres sur lesquels porte le pouvoir du berger. On a une typologie d'animaux, on n'avance pas dans l'analyse. Reprenons donc l'analyse du berger, en quoi ça consiste, et à ce moment-là, on voit proliférer toute une série de fonctions qui ne sont pas les fonctions politiques. On a donc d'une part la série de toutes les divisions possibles dans les espèces animales, d'un autre côté la typologie de toutes les activités possibles qui dans la cité peuvent être rapportées à l'activité du berger. Le politique a disparu.
D'où la nécessité de reprendre le problème. Troisième temps de l'analyse, comment est-ce que l'on va ressaisir l'essence même du politique, et c'est là qu'intervient le mythe. Le mythe du politique, vous le connaissez, c'est cette idée que le monde tourne sur lui-même, d'abord dans un sens qui est le bon sens, qui est en tout cas naturel, et en tout cas qui est suivi, lorsqu'il est arrivé à son terme, d'un mouvement en sens inverse, qui est le mouvement des temps difficiles. Eh bien, tant que le monde tourne sur son axe dans le sens premier, eh bien, l'humanité vit en effet dans le bonheur et dans la félicité. C'est l'âge de Chronos, c'est un âge, dit Platon, c'est un temps qui n'appartient pas à l'actuelle constitution du monde, mais à sa constitution antérieure. À ce moment-là, comment les choses se passent? Eh bien, à ce moment-là, il y a toute une série d'espèces animales. Et chacune de ces espèces animales se présente comme un troupeau. Et à la tête de ce troupeau, il y a bien un berger. Ce berger, c'est le génie pasteur qui préside à chacune des espèces animales. Et parmi ces espèces animales, il y a un troupeau particulier, c'est le troupeau humain. Ce troupeau humain a lui aussi son génie pasteur. Eh bien, ce pasteur, qu'est-ce que c'est? C'est, dit Platon, la divinité en personne. La divinité en personne est le pasteur du troupeau humain dans cette période-là de l'humanité qui n'appartient pas à l'actuelle constitution du monde. Que fait ce pasteur? À dire vrai, c'est une tâche à la fois infinie, exhaustive et facile. Facile dans la mesure où la nature tout entière offre à l'homme tout ce dont il a besoin. La nourriture est fournie par les arbres. Le climat est si doux que l'homme n'a pas besoin de se construire des maisons. Il peut dormir à la belle étoile et il n'est pas plutôt mort qu'il revient à la vie. Et c'est ce troupeau bienheureux, abondant en nourriture et perpétuellement à nouveau vivant, c'est ce troupeau sans menace, sans difficulté, auquel la divinité préside. La divinité est leur pasteur, et parce que, dit encore le texte de Platon, la divinité était leur pasteur, ils n'avaient pas besoin de constitution politique. La politique va donc commencer là où précisément se terminera ce premier temps heureux, quand le monde tourne dans le bon sens. La politique va commencer quand le monde tourne à l'envers. Et quand le monde tourne à l'envers, en effet, la divinité se retire, la difficulté des temps commence, les dieux, bien sûr, n'abandonnent pas totalement les hommes, mais ils ne les aident que d'une manière indirecte, en leur donnant le feu, par exemple, etc. Ils ne sont plus véritablement les bergers omniprésents, immédiatement présents qu'ils étaient dans la première phase de l'humanité. Les dieux se sont retirés et les hommes sont obligés de se diriger les uns les autres, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de politique et d'hommes politiques, mais, et là encore le texte de Platon est très clair, ces hommes qui sont maintenant en charge des autres hommes ne sont pas au-dessus du troupeau, comme les dieux pouvaient être au-dessus de l'humanité, ils font partie des hommes eux-mêmes et on ne peut donc pas les considérer comme des bergers. Alors, quatrième temps d'analyse, puisque la politique, le politique, les hommes de la politique n'interviennent que lorsque l'ancienne constitution de l'humanité a disparu, c'est-à-dire lorsque l'âge de la divinité pasteur est terminé. Alors comment est-ce qu'on va définir le rôle de l'homme politique? En quoi va consister cet art de donner des ordres aux autres? Et c'est là que, se substituant au modèle du berger, pour se substituer au modèle du berger, Platon va proposer le modèle, indéfiniment célèbre dans la littérature politique, qui est le modèle du tissage. C'est un tisserand que l'homme politique. Pourquoi est-ce que le modèle du tissage est le bon? Là, je passe très rapidement, ce sont des choses connues. Bien d'abord, parce que précisément,
En utilisant cette méthode, ce modèle du tissage, en utilisant ce modèle du tissage, on va pouvoir faire une analyse cohérente de ce que sont les différentes modalités de l'action politique à l'intérieur de la cité, contre le thème en quelque sorte invariable et global du berger qui ne peut que ramener ou bien à l'image antérieure, à l'état antérieur de l'humanité, ou bien à la foule de gens, se perdre dans la foule de gens qui peuvent revendiquer d'être des bergers de l'humanité, avec le modèle du tisserand. On va avoir au contraire un schéma analytique des opérations même qui se déroulent à l'intérieur de la cité pour ce qui concerne le fait de commander les hommes. On va pouvoir mettre à part d'abord tout ce qui constitue les arts adjuvants de la politique, c'est-à-dire les autres formes selon lesquelles on peut prescrire des choses aux hommes et qui ne sont pas proprement la politique. En effet, l'art de la politique est, comme l'art du tisserand, non pas quelque chose qui, globalement, s'occupe de tout, comme le berger est censé s'occuper du tout du troupeau. La politique, comme l'art du tisserand, ne peut se développer qu'à partir et avec l'aide d'un certain nombre d'actions adjuvantes ou préparatoires. Il faut que la laine ait été tondue, il faut que le fil ait été tressé, il faut que le quart d'heure soit passé par là, etc., pour que les tisserands puissent opérer. De la même façon, il va falloir, pour aider l'homme politique, toute une série d'arts adjuvants, faire la guerre, donner de bonnes sentences dans les tribunaux, persuader aussi les assemblées par l'art de la rhétorique. Tout ça, ce n'est pas proprement de la politique, mais c'en est la condition d'exercice. Quelle va être alors l'activité politique proprement dit, l'essence du politique, l'homme politique, ou plutôt l'action de l'homme politique? Eh bien, ça va être de lier. De lier comme le tisserand lie la chaîne et la trame. L'homme politique lie entre eux les éléments, les bons éléments qui ont été formés par l'éducation. Il va lier les vertus, ou les différentes formes de vertus qui sont distinctes les unes des autres, et même parfois opposées les unes des autres. Il va tisser et lier entre eux des tempéraments opposés, comme par exemple les hommes fougueux et les hommes modérés, et ceci, il va les tisser grâce à la navette d'une opinion commune que les hommes partagent entre eux. L'art royal n'est donc pas du tout l'art du berger, c'est l'art du tisserand, c'est un art qui consiste à assembler les existences en une communauté, je cite, qui repose sur la concorde et l'amitié. Ainsi, le tisserand politique, le politique tisserand, forme-t-il, avec son art spécifique, bien différent de tous les autres, le plus magnifique de tous les tissus, et toute la population de l'État, esclaves et hommes libres, dit encore Platon, se trouve enveloppée dans les plis de ce tissu magnifique. Et c'est ainsi que l'on est conduit à la félicité, à toute la félicité qui peut arriver à un État. Je crois qu'on a là dans ce texte la récusation en bonne et due forme du thème du pastorat. Non pas du tout qu'il s'agisse pour Platon de dire que le thème du pastorat doit être entièrement éliminé ou aboli. Mais il s'agit de montrer justement que s'il y a pastorat, ça ne peut être au fond que dans des activités mineures, nécessaires sans doute à la cité, mais subordonnées par rapport à l'ordre du politique, que sont l'activité par exemple du médecin, de l'agriculteur, du gymnaste, du pédagogue. Tous ceux-là peuvent être en effet comparés à un berger. Mais l'homme politique avec ses activités particulières et spécifiques, celui-là n'est pas un berger. Il y a un texte dans le politique qui est très clair là-dessus, c'est au paragraphe 295A, dans lequel il dit « Est-ce que vous imaginez, par exemple, que l'homme politique pourrait s'abaisser, pourrait tout simplement avoir le temps
de venir faire comme le berger, comme le médecin aussi, comme le pédagogue ou comme le gymnaste, s'asseoir auprès de chacun des citoyens pour le conseiller, le nourrir et le soigner. Ces activités de berger existent, elles sont nécessaires, laissons-les là où elles sont, là où elles ont leur valeur et leur efficacité, du côté du médecin, du gymnaste, du pédagogue. Ne disons pas surtout que l'homme politique est un berger. L'art royal de prescrire ne peut pas se définir à partir du pastorat. Le pastorat est trop dans ses exigences menues pour pouvoir convenir à un roi. C'est trop peu aussi à cause de l'humilité même de ses tâches. Et les pythagoriciens, par conséquent, se trompent à vouloir faire valoir la forme pastorale qui peut effectivement fonctionner dans ces petites communautés religieuses et pédagogiques. Ils sont torts de vouloir les faire valoir à l'échelle de la cité tout entière. Le roi n'est pas un pasteur. Je crois qu'on a là tous les signes négatifs qui nous ont été donnés par l'absence du thème du berger dans le vocabulaire politique classique de la Grèce et par la critique explicite qui en est faite par Platon. Le signe assez manifeste, je crois, que la pensée grecque, la réflexion grecque sur la politique est exclusive de cette valorisation du thème du berger qu'on a trouvé chez les orientaux et chez les Hébreux. Sans doute, il y aurait dans le monde antique, mais ça serait à chercher beaucoup plus loin, beaucoup plus de précision. Il y a eu des formes d'appui qui ont sans doute permis qu'à partir d'un certain moment, précisément avec le christianisme, je mets le christianisme entre guillemets, qui ont permis que se diffuse la forme du pastorat. Mais ces points d'appui à la diffusion ultérieure du pastorat, je crois qu'il ne faut pas les chercher du côté de la pensée politique, ni du côté des grandes formes d'organisation de la cité. Il faudrait sans doute regarder du côté des petites communautés, des groupes restreints, avec les formes spécifiques de socialité qui leur étaient liées, comme les communautés philosophiques et religieuses, les pythagoriciens par exemple, les communautés pédagogiques, les écoles de gymnastique. Peut-être aussi, j'y reviendrai la prochaine fois, dans certaines formes de direction de conscience, on pourrait voir sinon la mise en œuvre explicite du thème du berger, du moins un certain nombre de configurations, un certain nombre de techniques, un certain nombre de réflexions aussi, qui ont pu permettre par la suite que le thème du pastorat d'importation orientale se diffuse dans tout le monde hellénistique. En tout cas, ce n'est pas, je crois, du côté de la grande pensée politique grecque que vous trouveriez véritablement la forme positive, la comparaison, l'analyse positive du pouvoir à partir de la forme de la bergerie et du rapport pasteur-troupeau. Bon, ceci étant dit, alors, je crois que l'on peut dire ceci, c'est que la véritable histoire du pasteur comme modèle, comme matrice de procédure de gouvernement des hommes, eh bien cette histoire du pastorat, dans le monde occidental, ne commence guère qu'avec le christianisme. Et sans doute ce mot de christianisme-là, je me réfère à ce qu'a dit souvent Paul Leven, le terme de christianisme n'est pas exact. Il recouvre en réalité toute une série de réalités différentes. Il faudrait sans doute dire, avec, sinon plus de précision, du moins un peu plus d'exactitude, que le pastorat commence avec un certain processus qui, lui, est absolument unique dans l'histoire. C'est ce processus, et qu'on ne trouve aucun exemple, sans doute, dans aucune autre processus par lequel une communauté religieuse s'est constituée comme Église, c'est-à-dire comme une institution qui prétend au gouvernement des hommes dans leur vie quotidienne, sous prétexte de les mener à la vie éternelle dans l'autre monde. Et ceci à l'échelle non seulement d'un groupe défini,
non seulement à l'échelle d'une cité ou d'un État, mais à l'échelle de l'humanité tout entière. Une religion qui prétend ainsi au gouvernement quotidien des hommes dans leur vie réelle, sous prétexte de leur salut et à l'échelle de l'humanité, c'est ça l'Église, et on n'en a aucun autre exemple dans l'histoire des sociétés. Je crois qu'il se forme là, avec cette institutionnalisation d'une religion comme Église. Il se forme là, et je dois dire assez rapidement, finalement, au moins dans ses grandes lignes, un dispositif de pouvoir comme on n'en trouve nulle part ailleurs, un dispositif de pouvoir qui n'a pas cessé de se développer et de s'affiner, en gros, pendant 15 siècles, disons depuis le 2e ou 3e siècle après Jésus-Christ, jusqu'au 18e siècle de notre ère. Ce pouvoir pastoral, absolument lié à l'organisation d'une religion comme Église, de la religion chrétienne comme Église chrétienne. Eh bien, ce pouvoir pastoral, sans doute, il s'est considérablement transformé au cours de ces 15 siècles d'histoire. Sans doute, il a été déplacé, disloqué, transformé, intégré à des formes diverses, mais au fond, il n'a jamais été véritablement aboli. Et quand je me place au XVIIIe siècle comme fin de l'âge pastoral, il est vraisemblable que je me trompe encore, car, de fait, le pouvoir pastoral, dans sa typologie, dans son organisation, dans son mode de fonctionnement, le pouvoir pastoral comme exercice de pouvoir est sans doute quelque chose dont nous ne sommes toujours pas affranchis. Ceci ne veut pas dire que le pouvoir pastoral soit resté une structure invariante et fixe tout au cours des 15, 18, 20 siècles de l'histoire chrétienne. On peut même dire que ce pouvoir pastoral, son importance, sa vigueur, la profondeur même de son implantation se mesure à l'intensité et à la multiplicité des agitations, révoltes, mécontentements, luttes, batailles, guerres sanglantes qui ont été menées autour de lui, pour lui et contre lui. Après tout, l'immense querelle de la gnose qui a partagé pendant des siècles le christianisme, c'est en grande partie une querelle sur le mode d'exercice du pouvoir pastoral. Qui sera pasteur, comment, sous quelle forme, avec quel droit, pour faire quoi? Le grand débat, lié d'ailleurs à la gnose, entre l'ascétisme des anachorètes et la régulation de la vie monastique sous la forme de la cénobie, est encore, dans le 1er siècle, une affaire fondamentalement de pastorat. Mais après tout ce qui a traversé toutes les luttes, qui ont traversé non seulement l'Église chrétienne, mais le monde chrétien, c'est-à-dire le monde occidental tout entier, depuis le XIIIe siècle jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, toutes ces luttes, enfin, grande partie de ces luttes, ont été des luttes autour et à propos du pouvoir pastoral. De Wycliffe à Wesley, du XIIIe au XVIIIe siècle, toutes ces luttes qui ont culminé dans les guerres de religion étaient fondamentalement des luttes pour savoir qui aurait effectivement le droit de gouverner les hommes dans leur vie quotidienne, gouverner les hommes dans le détail même et dans la matérialité qui fait leur existence, savoir qui a ce pouvoir, de qui il le tient, comment il l'exerce, avec quelle marge d'autonomie pour chacun, quelle qualification pour ceux qui exercent ce pouvoir, quelles limites de leur juridiction, quel recours on peut avoir contre eux, quel contrôle se fait des uns sur les autres, etc. Tout ceci, cette grande bataille de la pastoralité, grande bataille, tout ceci a traversé l'Occident du XIIIe au XVIIIe siècle, et sans que jamais, finalement,
le pastorat ait été effectivement liquidé. Car s'il est vrai que la réforme est sans doute bien plus une grande bataille pastorale qu'une grande bataille doctrinale, s'il est vrai que ce qui était en jeu avec la réforme, ça a bien été la manière dont le pouvoir pastoral était exercé, ce qui est sorti de la réforme, c'est-à-dire un monde protestant ou un monde d'églises protestantes au pluriel, et la contre-réforme, ces deux mondes, cette série de mondes, n'étaient pas des mondes sans pastorat. Au contraire, c'est un prodigieux renforcement du pouvoir pastoral qui est sorti de cette série d'agitations et de révoltes qui commence au XIIIe siècle et qui se stabilise en gros au XVIIe, XVIIIe siècle. Il en est sorti un formidable renforcement du pastorat sous deux types différents, le type, disons, protestant ou des différentes sectes protestantes avec un pastorat méticuleux, mais d'autant plus méticuleux qu'il était hiérarchiquement plus souple, et au contraire une contre-réforme avec un pastorat entièrement repris en main, pyramidalisé, hiérarchisé, etc., à l'intérieur d'une église catholique très fortement centralisée. Mais de toute façon, de ces grandes révoltes, j'allais dire anti-pastorales, non, de ces grandes révoltes autour du pastorat, autour du droit à être gouverné et du droit à savoir comment on va l'être réparti, eh bien, toutes ces révoltes ont effectivement mené à une réorganisation en profondeur du pouvoir pastoral. Je dirais que, après tout, le pouvoir politique de type féodal a sans doute connu des révolutions, ou en tout cas s'est heurté à une série de processus qui l'ont bel et bien liquidé et effacé de l'histoire de l'Occident, à part quelques traces. Il y a eu des révolutions anti-féodales, il n'y a jamais eu de révolution anti-pastorale. Le pastorat n'a pas encore connu le processus de révolution profonde qui l'aurait mis définitivement en congé d'histoire. Ce n'est pas question ici, bien sûr, de faire l'histoire de ce pastorat. Je voudrais simplement remarquer que cette histoire du pastorat ne me semble pas, là, sous toute réserve, il faudrait consulter des gens compétents, c'est-à-dire des historiens, et pas moi. Mais il me semble que cette histoire n'a jamais été réellement faite. On a fait l'histoire des institutions ecclésiastiques. On a fait l'histoire des doctrines, des croyances, des représentations religieuses. On a fait l'histoire aussi, on a essayé de faire l'histoire des pratiques religieuses réelles, savoir comment, quand les gens se confessaient, communiaient, etc. Bon, mais l'histoire des techniques employées, l'histoire des réflexions sur ces techniques pastorales, l'histoire de leur développement, de leur application, l'histoire de leur raffinement successif, l'histoire des types d'analyse et de savoir qui étaient liés à l'exercice du pastorat, il me semble que ça n'a jamais été très réellement fait. Et après tout, pourtant, depuis le début du christianisme, le pastorat n'a pas été simplement perçu comme une institution nécessaire et n'a pas été simplement réfléchi comme un ensemble de prescriptions imposés à certains, de privilèges accordés à d'autres. En fait, il y a eu sur le pastorat une gigantesque réflexion qui s'est tout de suite donnée comme réflexion, non seulement, encore une fois, sur les lois, les institutions et les règlements, mais une réflexion théorique, une réflexion qui valait philosophie. Il ne faut tout de même pas oublier que c'est Saint Grégoire de Nazianze qui a défini le premier cet art de gouverner les hommes par le pastorat comme techné, technon, épistémé, épistémon. L'art des arts, la science des sciences, qui sera répercuté ensuite jusqu'au XVIIIe siècle sous la forme traditionnelle que vous connaissez, ars artium regimen animarum, le régime des armes, le gouvernement des armes, c'est cela qui est ars artium. Or, cette phrase, il faut l'entendre, non seulement comme un principe fondamental, mais comme dans son tranchant polémique,
puisque qu'est-ce que c'était que l'ars artium, la techné, technone, épistémé, épistémone, avant Grégoire de Naziance, c'était la philosophie. C'est-à-dire que du IIIe au XVIIe, XVIIIe siècle, l'ars artium, ce qui prenait dans l'Occident chrétien la relève de la philosophie, ce n'était pas une autre philosophie, ce n'était même pas la théologie, c'était la pastorale. C'était cet art par lequel on apprend aux gens à gouverner les autres, où on apprend aux autres à se laisser gouverner par certains. Ce jeu du gouvernement des uns par les autres, du gouvernement quotidien, du gouvernement pastoral, c'est cela qui a été réfléchi pendant un siècle comme étant la science par excellence, l'art de tous les arts, le savoir de tous les savoirs. Eh bien, ce savoir de tous les savoirs, cet art de gouverner les hommes, je crois que si on voulait en repérer quelques-uns des caractères, il faudrait tout de suite remarquer ceci. C'est que ce qui caractérise l'institutionnalisation du pastorat dans l'Église chrétienne, ça serait ceci. Rappelez-vous ce qu'on disait la dernière fois à propos des Hébreux. Je sais si chez les Hébreux, beaucoup plus que chez les Égyptiens, beaucoup plus même que chez les Assyriens, je sais si chez les Hébreux, le thème du pasteur était important, lié à la vie religieuse, lié à la perception historique que le peuple hébreu avait de lui-même. Tout se déroulait, si vous voulez, dans la forme pastorale, puisque Dieu était pasteur et que les errances du peuple juif, c'était les errances du troupeau à la recherche de sa prairie. Tout en un sens était pastoral. Cependant, deux choses. Premièrement, le rapport berger-troupeau n'était finalement qu'un des aspects des rapports multiples, complexes, permanents entre Dieu et les hommes. Dieu était berger, mais il était aussi autre chose que berger. Il était législateur, par exemple, ou encore Dieu se détournait de son troupeau dans un mouvement de colère et l'abandonnait à lui-même, etc. À la fois dans l'histoire, dans l'organisation du peuple hébraïque, le rapport berger-troupeau n'était pas la seule des dimensions, des formes dans lesquelles on pouvait percevoir les rapports de Dieu et de son peuple. Deuxièmement, et surtout, il n'y avait pas, chez les Hébreux, d'institution pastorale proprement dite. Personne n'était, à l'intérieur de la société hébraïque, pasteur par rapport aux autres. Bien mieux, les rois hébraïques, je vous le rappelais la dernière fois, n'étaient pas spécifiquement désignés comme pasteurs des hommes, à l'exception de David, fondateur de la monarchie davidienne. Quant aux autres, ils n'ont été désignés comme pasteurs que précisément quand il s'agissait de dénoncer en eux leur négligence et de montrer combien ils avaient été mauvais bergers. Dans sa forme positive, le berger n'est pas, chez les Hébreux, une manière de forme positive. Le roi n'est jamais désigné comme étant le berger sous sa forme positive, directe, immédiate. En dehors de Dieu, il n'y a pas de berger dans la société hébraïque. En revanche, dans l'Église chrétienne, on va voir au contraire ce thème du berger, en quelque sorte s'autonomiser par rapport aux autres, n'être pas simplement une des dimensions ou un des aspects du rapport de Dieu aux hommes, ça va être le rapport fondamental, essentiel, non pas simplement un à côté des autres, mais un rapport qui enveloppe tous les autres. Et deuxièmement, ça va être bien sûr un type de rapport qui va s'institutionnaliser dans un pastorat qui a ses lois, ses règles, ses techniques, ses procédés, etc. Donc, le pastorat va devenir autonome, va devenir englobant et va devenir spécifique. Du haut en bas de l'Église, les rapports d'autorité
sont fondées sur les privilèges et sur les tâches en même temps du berger par rapport à son troupeau. Le Christ, bien sûr, est pasteur, et c'est un pasteur qui se sacrifie pour ramener à Dieu le troupeau qui a été perdu, qui se sacrifie même non seulement pour le troupeau en général, mais pour chacune des brebis en particulier. On retrouve là le thème mosaïque, vous savez, du bon berger qui accepte de sacrifier tout son troupeau pour aller sauver la seule brebis qui est en danger. Mais ce qui n'était qu'un thème dans la littérature mosaïque va devenir maintenant la clé de voûte même de toute l'organisation de l'Église. Le premier pasteur, c'est évidemment le Christ. L'Épître aux Hébreux le disait déjà. Dieu a ramené d'entre les morts le plus grand pasteur de brebis, notre Seigneur Jésus-Christ. Le Christ est le pasteur. Les apôtres sont également les bergers, les pasteurs, qui vont visiter les uns après les autres les troupeaux qui leur ont été confiés et qui ont, au soir de leur journée et à la fin de leur vie, lorsque viendra le jour redoutable, eh bien, ils auront à rendre compte de tout ce qui s'est passé dans le troupeau. Évangile de Saint Jean 21, 15, 17, Jésus-Christ commande à Pierre de paître ses agneaux et de paître ses brebis. Les apôtres sont des pasteurs, les évêques sont des pasteurs, ce sont les préposés, ceux qui sont placés en avant pour, et là je cite Saint Cyprien dans la lettre 8, custodire gregem, garder le troupeau, ou encore dans la lettre 17, fovere oves, entretenir les brebis. Dans le texte qui restera pendant tout le Moyen-Âge, le texte fondamental de la pastorale, la Bible, si vous voulez, du pastorat chrétien, dans le livre de Grégoire le Grand, qui régulait pastoralis vitae, les règles de la vie pastorale, et qu'on traduit réédité très souvent, qu'on appelle souvent le Liber Pastoralis, le livre pastoral. Grégoire le Grand appelle régulièrement l'évêque pasteur. Les abbés à la tête des communautés sont considérés comme les pasteurs. Rapportez-vous aux règles fondamentales de Saint Benoît. Enfin, reste le problème, ou plutôt s'ouvre le problème, de savoir si, lorsque le christianisme aura mis en place l'organisation des paroisses, d'une part, et la territorialité précise des paroisses au cours du Moyen-Âge, on peut considérer les curés comme des pasteurs, et vous savez que ça a été là un des problèmes qui a donné lieu, sinon exactement à la réforme, du moins à toute une série de crises, contestations, débats qui ont finalement abouti à la réforme. À peine les paroisses étaient-elles organisées que déjà on a posé le problème de savoir si les curés seraient les pasteurs. Oui, a répondu Wycliffe. Oui, vont répondre chacun à leur manière, en tout cas toute une série d'églises protestantes. Oui, vont répondre encore les jansénistes au XVIIe et au XVIIIe siècle, à quoi l'Église obstinément répondra non, les curés ne sont pas des pasteurs. En 1798 encore, Marius Lupi publiait un De Parochiis qui conteste fondamentalement la thèse qui, de fait, dans une atmosphère pré- et post-conciliaire, sera finalement en gros admise que les curés sont des pasteurs. En tout cas, laissons ouvert le problème des curés proprement dit. On peut dire que toute l'organisation de l'Église, du Christ jusque aux évêques, est une organisation qui se donne comme pastorale. Et les pouvoirs qui sont détenus dans l'Église, ces pouvoirs sont donnés, c'est-à-dire à la fois organisés et justifiés comme pouvoir du berger à l'égard du troupeau. Qu'est-ce que le pouvoir sacramentaire? Celui du baptême, c'est appeler les brebis dans le troupeau. Celui de la communion, c'est donner la nourriture spirituelle. C'est pouvoir, par la pénitence, réintégrer les brebis qui ont quitté le troupeau. Le pouvoir de juridiction, c'est également un pouvoir de pasteur, un pouvoir de berger.
C'est ce pouvoir de juridiction, en effet, qui permet à l'évêque, par exemple, en tant que pasteur, de chasser du troupeau la brebis qui aura effectivement, par sa maladie ou son scandale, qui sera susceptible de contaminer le troupeau tout entier. Le pouvoir religieux est donc un pouvoir pastoral. Enfin, autre trait, et alors lui qui est absolument essentiel et fondamental, c'est que ce pouvoir globalement pastoral est resté tout au long du christianisme distinct du pouvoir politique. Ceci ne veut pas dire que le pouvoir religieux ne se soit jamais donné pour tâche que de s'occuper des âmes des individus. Au contraire, le pouvoir pastoral, c'est là un de ces traits fondamentaux sur lesquels je reviendrai la prochaine fois, et l'un de ces paradoxes, c'est qu'il ne s'occupe des âmes des individus que dans la mesure où cette conduction des âmes, cette conduite des âmes, implique aussi une intervention, et une intervention permanente, dans la conduite quotidienne, dans la gestion de vie, mais aussi dans les biens, les richesses, dans les choses. Il concerne non seulement les individus, mais la collectivité. Et c'est un texte de saint Jean Chrysostome qui dit que l'évêque doit veiller sur toute chose, l'évêque doit avoir 1000 regards, car il ne doit pas simplement s'occuper des individus, mais de la ville tout entière, et finalement, c'est dans le De Sacerdotio que ça se trouve, l'orbis terrarum, le monde tout entier. C'est donc une forme de pouvoir qui est bien un pouvoir terrestre, même s'il se finalise sur l'au-delà, et pourtant, malgré cela, il est toujours resté dans l'Église occidentale, laissons de côté l'Église orientale, il est resté un pouvoir tout à fait distinct du pouvoir religieux. Il faut sans doute entendre cette séparation résonner déjà dans la fameuse apostrophe de Valentinien à saint Ambroise, quand il a envoyé saint Ambroise pour gouverner Milan. Il l'a envoyé pour gouverner Milan, non pas comme magistrat, mais comme pasteur. Non pas comme magistrat, mais comme pasteur. La formule, je crois, va rester comme une sorte de principe, de loi fondamentale à travers toute l'histoire du christianisme. Bien sûr, je fais ici deux remarques. Bien sûr, d'abord, il va y avoir entre ce pouvoir pastoral de l'Église et le pouvoir politique, il va y avoir une série d'interférences, d'appuis, de relais, toute une série de conflits, bien sûr, sur lesquels je ne reviens pas et que vous connaissez bien, de sorte que l'entrecroisement du pouvoir pastoral et du pouvoir politique sera effectivement une réalité historique à travers l'Occident. Mais je crois, c'est là un point fondamental, que malgré toutes ces interférences, malgré tous ces entrecroisements, ces appuis, ces relais, etc., dans sa forme, dans son type de fonctionnement, dans sa technologie interne, le pouvoir pastoral va rester absolument spécifique et différent du pouvoir politique, au moins jusqu'au XVIIIe siècle. Il ne fonctionne pas de la même façon, et quand bien même ce seraient les mêmes personnages qui exerceraient le pouvoir pastoral et le pouvoir politique, et Dieu sait si ça s'est fait dans l'Occident chrétien, quand bien même l'Église et l'État, quand bien même l'Église et le pouvoir politique auraient toutes les formes d'alliance que l'on pourrait imaginer, je crois que cette spécificité est restée comme un trait absolument caractéristique de l'Occident chrétien. Deuxième remarque que je veux faire, c'est que la raison même de cette distinction est un grand problème d'histoire et pour moi du moins une énigme. En tout cas, je n'ai absolument pas la prétention de la résoudre, ni même de poser les dimensions complexes du problème maintenant, ni d'ailleurs non plus la prochaine fois. Comment se fait-il qu'en Occident, ces deux types de pouvoir, le pouvoir politique et le pouvoir pastoral, aient ainsi gardé leur spécificité et leur physionomie propre? C'est un problème. J'ai l'impression que si on examinait le christianisme oriental, on aurait des solutions, on aurait
des processus, un développement assez différent, une intrication beaucoup plus forte, peut-être une certaine forme de perte de spécificité de l'un et de l'autre, en tout cas je n'en sais rien. Une chose en tout cas me paraît assez évidente, c'est que malgré donc toutes les interférences, la spécificité est restée la même, le roi, celui-là même dont Platon cherchait quelle était la définition, quelle était la spécificité et l'essence, le roi est resté le roi, quand bien même d'ailleurs un certain nombre de mécanismes de rattrapage ou de mécanismes passerelles ont été mis en place. Par exemple, le sacre des rois en France et en Angleterre, le fait que le roi a été pendant un temps considéré comme un évêque, et sacré d'ailleurs comme évêque. Malgré tout cela, le roi est resté le roi, et le pasteur est resté le pasteur. Le pasteur est resté un personnage qui exerce son pouvoir sur le mode christique. Le roi est resté quelqu'un qui a exercé son pouvoir sur le mode pastoral. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, le pasteur exerce son pouvoir sur le mode christique, le roi exerce son pouvoir sur le mode impérial. La distinction, l'hétérogénéité du pastorat christique et de la souveraineté impériale, cette hétérogénéité me paraît un des traits de l'Occident. Encore une fois, je ne pense pas que l'on trouverait exactement la même chose en Orient. Je pense par exemple au livre d'Alain Besançon qui a été consacré il y a maintenant une bonne quinzaine d'années, je crois, 10 ou 12 ans en tout cas, au Tsarevitch Molé, dans lequel il développe un certain nombre des thèmes religieux propres à la monarchie, à l'Empire russe, et où il montre bien combien les thèmes christiques sont présents dans la souveraineté politique telle qu'elle a été, sinon effectivement organisée, du moins vécue, perçue, éprouvée en profondeur dans la société russe ancienne, même encore dans la société moderne. Et je voudrais simplement vous citer un texte de Gogol sur lequel je suis tombé l'autre jour, tout à fait par hasard, dans le livre que Siniavski vient de consacrer, enfin, vient de publier le livre de Siniavski sur Gogol. J'y ai trouvé ce texte pour définir ce qu'est le tsar, ce que doit être le tsar. C'est une lettre à Joukovski qui date de 1846. Et Gogol évoque une société, évoque l'avenir de l'Empire russe, évoque le jour enfin où l'Empire aura atteint et sa forme parfaite et l'intensité affective que requièrent les relations politiques, les relations de maîtrise entre le souverain et ses sujets. Et voici ce qu'il dit sur cet empire enfin réconcilié. L'homme enflera d'un amour encore jamais ressenti envers l'humanité tout entière. Nous autres pris individuellement, rien ne nous enflammera de cet amour. Il restera idéal, chimérique et non accompli. Seuls peuvent se pénétrer de cet amour ceux qui ont pour règle intangible d'aimer tous les hommes comme un seul homme, parce qu'il aura aimé tout dans son royaume, jusqu'au dernier sujet de la dernière classe, et parce qu'il aura converti tout son royaume en son corps, souffrant, pleurant, implorant nuit et jour pour son peuple malheureux, le souverain, le tsar, acquiert cette voix toute puissante de l'amour, seul capable de se faire entendre de l'humanité, seul capable de toucher aux blessures sans les irriter, seul capable d'apporter l'apaisement aux différentes classes sociales et l'harmonie à l'État. Le peuple ne guérira vraiment que là où le César aura accompli sa destinée suprême, être l'image sur terre de celui qui est amour. Eh bien, on a là, je crois, une admirable image, une admirable évocation du souverain christique,
eh bien, ce souverain christique ne me paraît pas une des caractéristiques de l'Occident. Le souverain occidental est César, il n'est pas le Christ. Le pasteur occidental n'est pas César, il est le Christ. Eh bien, j'essaierai la prochaine fois alors d'entrer un petit peu dans cette comparaison entre pouvoir politique et pouvoir pastoral. Je vais vous montrer quelle est la spécificité du pouvoir pastoral dans sa forme même par rapport au pouvoir politique.